Hello Jedi, comment tu vas? Je vais très très bien, toi. Ça va génial aussi. Je m'apprête à rentrer à Paris en voiture, ce qui est un chemin pas très facile, il paraît. On a tellement l'habitude de prendre le train, nous, que finalement, prendre la voiture, c'est à chaque fois toute une affaire. Enfin bon, bref, on s'en fout. Toi, t'es à Paris, là? Ouais, 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 toujours à Paris. Je Cool. compte pas bouger. Euh, c'est bien. T'as repris Mettre le train. la semaine Ouais, régulière, ouais. Ok, exactement. cool. Bon, bah écoute, moi je vais te parler d'un truc en intro pour commencer direct. Je pense que ça va te plaire. Peut-être que tu l'as vu passer sur mon Twitter parce que j'avais fait un tweet là-dessus en taguant Balaji. Donc j'imagine que ça fait pas mal de critères pour que Twitter te montre mon tweet. Ah non, j'ai Mais pas vu. bon, Ça eh me dit ben, rien, voilà. non. Bon, bref. C'était il y a quelques semaines. J'étais sur Netflix. Je m'ennuyais. Et je suis tombé sur un show qui s'appelle La fabuleuse histoire de l'île de la Rose, un truc comme ça. Ok, Bref, histoire vraie d'une île qui s'appelle l'île de la Rose. ok. Et j'ai envie de t'en parler parce que c'est une île particulière qui va peut-être te donner de l'inspiration. En tout cas, moi, ça m'en a donné. Surtout quand on pense à ce qu'on appelle les crypto-cities. Bref, donc l'île de la Rose, c'est une île qui a été lancée dans les années, enfin, deuxième moitié du XXe siècle par un ingénieur italien nommé Giorgio Rosa, qui était un espèce de petit génie italien, ingénieur, qui s'est maqué avec un de ses potes pour construire à 500 mètres des côtes italiennes une structure complètement 500 km? artificielle à 500 mètres. 500 mètres, ok. 500, ouais, je pense que c'est 500 mètres. Enfin, en tout cas, c'est pas plus loin d'un kilomètre, en tout cas. Ok, ok. En gros, parce que les eaux territoriales italiennes, à l'époque, s'étendaient jusqu'à 500 mètres de la côte, pas plus loin. Ok, je savais pas. J'ai 500 mètres, mais c'est peut-être un kilomètre, enfin, on s'en fout. En gros, ils étaient en dehors de la zone territoriale italienne, mais juste à la limite, en fait. Et du coup, ils ont fait construire cette structure métallique qu'ils ont appelée l'île de la Rose. Et ils ont construit un petit restaurant, il y avait un bar, il y avait. Et les gens, en fait, embarquaient, je pense que c'était à Bari, mais je suis pas sûr que c'est Bari. En bref, sur la côte adriatique. Euh, C'est Barry, du coup, ouais. Enfin, c'est possible, ouais, ouais, parce que c'est là-bas. ok, cool. Bah voilà. Et du coup, ils embarquaient sur leur petit bateau et ils allaient tous faire la teuf dans cet endroit qui était en dehors des eaux territoriales italiennes et donc où il n'y avait aucune règle. Je trouve ça super intéressant parce que tu vois, ils ont frappé leur monnaie, ils avaient leur propre timbre et ils avaient même un drapeau. Et en fait, ils se sont plus ou moins attribués les aspects ou les attributs de ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. Et ils se sont déclarés micronations, en tout cas, ils se sont déclarés un État à part entière. Ils ont fait des démarches auprès de l'ONU pour se faire reconnaître, etc. Donc, ils sont allés relativement loin. C'était trois jeunes punks, enfin, peut-être des Ok. hippies plutôt à l'époque, complètement barjots, jusqu'au jour où l'armée italienne, en fait, a pété un plomb, a dit, OK, arrêtez vos conneries, ils sont venus, ils ont détruit l'île. Comme ça, tu vois. Ok. Et donc, il y a un show Netflix là-dessus que je trouvais pas mal du Il est tout. cool le Enfin, show, non, genre, il non, est le bien show était, réalisé. non, le show était, en vrai, le show était plutôt nul. Mais l'idée, et surtout le fait que ce soit réel et qu'il y ait une page Mm. Wikipédia avec l'île de la Rose, etc., je trouvais ça juste ouf. Et tu vois des images avec les grands piliers, les grandes structures métalliques, etc., qui soutiennent une petite maison avec une cour, etc. Et tu vois, et ça rejoint en fait ce phénomène de départ de l'État-nation pour créer sa propre communauté et donc quelque part, si on fait un parallèle tout simple, son propre État, bah, je trouvais ça super intéressant, surtout à notre époque où c'est un sujet qui commence à revenir de plus en plus souvent. Mm. Nous, on le voit partout dans toutes les interviews, podcasts qu'on regarde dans la crypto. Les mecs, quand même, en philosophie sous-jacente, se disent, OK, il faut qu'on s'extrait de l'État. Alors, je voulais te parler de trois points que je trouve intéressants, parce que Balaji, du coup, en parle, des CryptoCities. Et lui, il dit, OK, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Euh, d'abord, les CryptoCities, ce sont d'abord les villes qui existent déjà, qui seront très favorables au tech, à la tech et aux crypto-nomades. Donc, c'est des gens qui vont mettre en place des politiques fiscales, des politiques de logement, des politiques, je sais pas, environnementales, etc., qui seront très en phase avec l'idéologie crypto-nomade, s'il y en a une. Hein. Je ne sais pas s'il y en a une seule, sûrement pas, mais tu vois, ils vont essayer de capter ces gens-là, ils vont essayer de les attirer vers chez eux. Pourquoi? Parce que ça fait du revenu taxable, ça fait surtout des dépenses locales beaucoup plus grandes, etc. Et donc, ça fait
la prospérité d'une région. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et lui, il dit, par contre, ce qu'on pourrait penser aussi, c'est ce qu'on appellerait les cloud cities. Donc tu commences, il y a plusieurs étapes, comme à chaque fois, il aime bien tout détailler, mais en gros, je te fais rapidos le dessin, c'est tu launches une communauté online, donc une cloud community, et puis ensuite, tu crées une DAO, tu crées un token, tu organises des rendez-vous en physique de temps en temps, et puis un jour, quand la communauté est assez finalement scindée entre elles, quand la communauté a bien coagulé, eh ben, on peut imaginer tout à fait que cette communauté pourrait racheter un bout de terrain à un État-nation, où il négocierait soit une indépendance totale, soit une indépendance quasiment totale, ou en tout cas partielle, qui leur donnerait en fait tous les, toute la marge de manœuvre pour imaginer leur propre façon de fonctionner. Alors, si tu regardes un peu, il y a déjà des trucs qui ressemblent un peu à ça dans le monde réel, mais qui ne s'appellent pas des DAO et il n'y a pas de crypto, etc. Mais tu as Andorre, tu as le Liechtenstein, tu as le Luxembourg, tu as plein de petits comtés, en fait, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des paradis fiscaux, qui n'ont ni armée, ni monnaie d'État, etc., 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 mais qui ont une indépendance et qui permettent de mettre en place des politiques qui sont en général beaucoup plus favorables, en tout cas, à ce qu'on pourrait imaginer demain être des crypto-nomades. Et puis ensuite, juste pour compléter le truc, l'autre jour, j'ai vu un tweet de Peter Levels, donc Levels EO sur Twitter, où il disait, ouais, nous, on veut faire ça en fait, et ça rejoint totalement son projet Nomad List, qui, pour rappel, met en groupe, met en communication tous les digital nomades du monde qui sont inscrits sur la plateforme et qui permet aussi de filtrer les endroits en fonction de toute une série de critères. Par exemple, tu veux aller dans une ville chaude, tu veux aller dans une ville oui, ou criminalité aujourd'hui. ouais, criminalité, coût de la vie, etc. Tu peux faire plein de critères et ensuite ça te sort les villes qui correspondent le plus à ta demande. Ben, bref, ce type-là dit, ben, nous, en fait, on a déjà voulu créer nos propres villages. Et il avait déjà lancé une expérience par ça. Donc, en fait, les gens sont relativement demandeurs, en fait, d'avoir des endroits relativement clos, restreints, où il y a des gens qui ont le même mindset, mais juste ils ne sont pas obligés de vivre dans le même appart, ils ne sont pas obligés de vivre dans la même maison, etc. Donc, il faudrait imaginer plusieurs maisons. Il disait, le problème, c'est que le real estate, c'est capital intensive, donc il faut trouver des gens qui sont riches, ou en tout cas aussi riches que toi. Donc, il y a d'une série de problématiques, et puis ensuite, tu te retrouves avec des gens, tu dois faire... Enfin, bon, bref. Il disait, peut-être qu'il y a moyen de faire une feature sur un site comme Airbnb, où tu loues d'office toutes les maisons dans un périmètre, tu vois. Et ça, je trouvais ça intelligent aussi, de se dire, OK, peut-être que l'intermédiaire, c'est ça, c'est genre un groupe, imagine les gens de FarmSpot qui se disent, OK, on a envie de partir 2 mois dans un même endroit, mais chacun s'organise comme il veut, chacun est libre de louer quelque chose qui est à sa hauteur, etc. Et ensuite, on sélectionne juste un périmètre et ensuite, toutes les villas sont automatiquement louées pour tous les gens de FarmSpot. Donc, tu vois, je trouvais ça aussi intelligent. Je pense qu'il y a des features comme ça qui vont se développer. Et lui, d'ailleurs, parenthèse, parce que ça n'a rien à voir avec ce dont j'étais en train de parler, était en train de dire que la prochaine feature de Airbnb, ce serait probablement la location de maisons-bureaux. Donc, en gros, c'est les gens, ils veulent aller dans les hubs de digital nomades, etc. Ils veulent se retrouver dans des grandes salles où tout le monde est sur son ordinateur. Mais le problème, c'est que d'un point de vue productivité, c'est très, très nul. C'est pas très efficace quand tu es là-bas. Par contre, d'un point de vue social, c'est génial. Et du coup, en fait, il disait peut-être que la prochaine feature de Nomadlist slash Airbnb, ce sera en fait de louer des bureaux hyper classe, hyper bien ordonnés, avec un bon Wi-Fi, etc., dans des maisons. Tu te Parce que souviens les de la gens, en boîte fait... Smart Airbnb? On en avait parlé au début du Covid. Ah, Cette je m'en boîte-là, rappelle pas, non. c'est une boîte de The Family qui s'appelle Smart Airbnb qui fait de la gestion d'Airbnb. Belle boîte, belle croissance. Les fondateurs sont belges, il me semble. Et en fait, lui, pendant le Covid, il avait lancé ça. En gros, les Airbnb étaient vides. Et du coup, il proposait aux propriétaires des Airbnb d'envoyer un opérateur sur place qui nettoyait tout, qui mettait une petite machine à café, qui préparait un bureau avec une bonne chaise ergonomique et tout. Et de l'autre côté, quelqu'un pouvait sortir de chez lui. Il n'avait pas envie de bosser chez lui en remote et aller dans cet appartement-là. Nice. Il a lancé ça. Ça a pris quelques semaines, je pense, et puis ils sont retournés à leur activité normale. Enfin, c'était pas hyper efficace.
Et puis ils sont retournés à leur activité normale. Et bon, après le Covid s'est stoppé et les locations Airbnb ont repris, quoi. Mais il avait ça en tête comme. Enfin, il a mis ça en place, quoi. Et Euh, ouais. d'un point de vue un peu futuriste, tu t'imagines, toi, participer à une DAO qui un jour achète du real estate et toi, tu as un immeuble ou une location à vie dans un endroit que tu as Alors, choisi avec des gens qui te ressemblent. Est-ce que tu l'idée imagines cette de. mouvance-là? Oui, mais je pense qu'en fait, on l'imagine depuis que les États existent, parce que les films. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est une mouvance de gauche et de droite. C'est les deux côtés ont envie à un moment donné, les deux côtés extrêmes, gauche et droite, qui. La gauche extrême et la droite extrême. Enfin non, la gauche extrême non, mais une certaine gauche et la droite extrême a envie de s'extirper un tout petit peu de l'État et de la main de l'État. Les deux ont envie de créer des nations à part ou en tout cas des endroits de vie à part. Et on le voit très bien avec, tu sais, des retraites qui se font pendant plusieurs mois. Moi, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui a fait une retraite plusieurs mois dans les bois. C'est un petit village totalement autonome. Et leur truc, c'est ici, il n'y a pas de règles, il n'y a que les règles que nous-mêmes on érige. Ici, personne ne peut venir nous toucher, ce genre de choses, ça existe. Il y a des films là-dessus, il y a des séries qui sont basées sur ce concept. Et c'est juste parce qu'à un moment donné, bah, tu as un groupuscule de personnes qui share les mêmes valeurs et qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que les États leur imposent. Et du coup, ils ont envie de créer leur propre monde à eux. Euh, Donc, c'est et des communautés de valeurs, quelque part, des gens qui ont une communauté de valeurs, qui tentent des expérimentations qu'on c'est peut ça, appeler ouais. sociales, à la marge de l'État. C'est Euh, ça. Mais mais ça, je ça existe depuis pense, toujours. Tu vois? oui, ça existe depuis toujours, mais j'ai l'impression que les gens dans la crypto, enfin, Oui, ça veut parce rien, que ça veut tout bah, dire rien dire, vont aller plus loin encore que ça. clairement, je pense qu'ils vont aller plus loin et plus loin. Et aussi, dans les gens dans la crypto, bah, t'as un peu cette mouvance anarchiste dans la crypto. Hmm. Et dans la fellowship et dans la crypto fellowship, justement, c'était un des profils qu'on n'essayait pas forcément d'avoir en priorité. C'est le profil totalement anarchiste qui fuck le monde, indépendance à 300%, bah, tu vois. Et en fait, quand tu regardes un peu les profils crypto, les mecs crypto qui sont là depuis plusieurs années, ben, ils ressemblent très souvent à ça. Et, euh, et du coup, c'est un peu extrême quoi, comme type d'anarchie. Oui, Mais je t'as pense que les... oui, tu auras des ouais. DAO saines, parce que je pense que les DAO, ou en tout cas les communautés, tu as des communautés anarchistes et tu as des communautés extrêmement saines. Et je pense qu'il existe des DAO très saines. Déjà, ça existe déjà. J'ai cru voir cette semaine, la semaine passée, une DAO plutôt pas mal qui permettait à des membres de la DAO qui avaient un certain poids dans la DAO de programmer une date et un endroit pour se rencontrer, tu vois. Évidemment, tu vois, tout se fait en ligne, évidemment que les mecs à un moment donné vont se rencontrer et puis ils vont dire, putain, pourquoi on se bookerait pas une villa gigantesque, on peut caser 40 personnes et en fait, et peut-être demain, ce sera un quartier gigantesque et peut-être après-demain, ça sera un mec qui achète une montagne là. Enfin, c'était pas une montagne, une île, une montagne, je sais plus trop. Tu te souviens, tu m'avais parlé d'un mec comme ça il y a tout au début du podcast, un blogueur qui a acheté une montagne. C'était pas une montagne ici, c'était ça? Ah non, c'est Tainan qui a acheté une Ouais, c'est île. ça. Ouais, ouais, Voilà, ah, mais c'était c'était pas une une île. montagne. Ok. Ok. Bon, bah, tu vas avoir un mec d'une DAO qui va acheter une île et qui va dire, bon, bah, les gars, t'as un pass. Si t'as holdé le token pendant autant de temps, t'as un pass. Et si t'as le pass, tu peux venir sur l'île. On a un jet privé qui décolle tous les X temps et tu peux venir vivre 6 mois. Pour moi, c'est totalement envisageable, quoi. La raison pour laquelle je pense que les crypto-nomades vont aller plus loin que ça, c'est parce qu'en fait, si tu regardes un peu leurs attributs, c'est des gens qui ont la plupart du temps ou qui vont avoir ou qui ont déjà un patrimoine. Mhm. Donc ils sont nomades, ils sont cosmopolites. Probablement ils vont être riches, euh, donc puissants. La plupart du temps, ils ont aussi enfin, c'est pas une règle générale, hein, et puis on peut débattre de la valeur du QI, mais en général, ils ont un QI supérieur à la moyenne. Euh, je pense que ça va constituer une force politique à part entière, et que vu qu'ils sont nomades et que leurs assets sont en dehors, enfin, qui ne sont pas à la portée de la coercition d'un pouvoir local ou d'un État, etc., ça va les rendre en fait beaucoup plus libres d'imaginer.
Tu vois, Ouais. parce que si, imaginons, tu as une usine demain à Paris, avec 100 employés dedans, tu gagnes très bien ta vie. Après-demain, l'État met une nouvelle loi qui rend ton business beaucoup plus difficile à être conduit. Qu'est-ce que tu fais? Tu Tu fais peux la pas transition délocaliser. parfaite avec le sujet que j'ai envie. Parfait, Que génial. j'ai Donc, tu envie vois, tandis que nous, on Ouais. est, enfin, quand c'est cloud, dans le cloud, eh ben, tu peux, c'est pas, je pense qu'il y a une fonction une boîte qui s'appelle Terraform, je suis pas sûr, hein, dans le cloud qui permet en gros de redéployer ton site web ou ton application, etc. à chaque fois qu'il y a une version qui est down. Donc, imagine, tu as un serveur qui est down, boum, la version est redéployée et terraformée ailleurs, tu vois. Ok. Ben, finalement, enfin, je pense que c'est pas ça, mais en gros, c'est l'idée. Euh, on pourrait se terraformer partout dans le monde, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ce qui va aussi, et je clôt la parenthèse là-dessus, je te laisse embrayer, je pense aussi que c'est ce qui va être aussi notre faiblesse, c'est-à-dire que les gens qui sont cosmopolites et qui sont riches et qui sont finalement hors sol, je pense que c'est des gens qui sont plus vite vulnérables par rapport à la masse. Et la masse, à un moment, elle a besoin de, d'une brebis galeuse à pointer du doigt. Et on l'a déjà vu dans le passé plusieurs fois. Et en général, je pense que le petit groupe indépendant et libre d'esprit sera vite pris à partie. Mais on verra si j'ai raison ou pas. Vas-y, enchaîne. Ben, moi c'est deux choses. Alors, il y a une histoire pour le moment là qui vient de se créer il y a 48 heures, 24 heures, que je n'ai pas trop suivi apparemment avec un truc qui s'est passé au Sénat américain par rapport aux crypto, qui n'est pas une très bonne nouvelle apparemment pour la crypto. Et du coup, ça fait beaucoup de boom là sur Twitter. Et il y a du coup quelqu'un d'influent dans la crypto qui a proposé, enfin, je ne sais pas s'il est influent ou pas, mais en tout cas, son tweet a plutôt très bien marché, a proposé de prendre un siège au Sénat, de faire une DAO qui prendra un siège au Sénat. Et du coup, bah d'ailleurs aussi, c'est un des fondateurs de Messari, qui a dit une campagne de sénateurs coûte 15 millions de dollars. Et une campagne à la maison coûte approximativement 4 millions de dollars. Et en gros, il dit que si À la maison? je sais pas, average house avec un grand H, je suppose que c'est la maison, mais Ah, une maison à la campagne vaut en moyenne 4 millions non, de non, dollars, non, c'est ça? non, 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 house campaign, j'y Ah, à connais rien en domicile. politique. Non, 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 mais j'y connais rien à la, à la politique américaine, mais je crois que c'est un rapport avec la politique américaine. Il faudrait que je tape House sur en campaign, à mon live. avis, ça veut dire campagne à domicile, c'est-à-dire sur le territoire où il veut être élu, Ça doit probablement. être ça, ouais. Ça doit être ça. Et du coup, ouais, ça doit être ça. Et du coup, il dit, bah tiens, une DAO pourrait être créée et on pourrait y mettre quelques fonds VC qui pourraient apporter pas mal de thunes, puis une DAO traditionnelle où des gens indés pourraient le faire. Et la DAO pourrait à un moment donné prendre place au Sénat. C'était assez drôle. Pas Et mal. après, non, non, moi, c'était par rapport au fait que c'était par rapport au dernier épisode de All In Podcast, All In Hmm. Pod. Je sais pas si tu as Celui qui est écouté le sorti tout dernier. aujourd'hui? Non, il est sorti avant-hier, je crois, ou c'était pas celui d'aujourd'hui en tout cas, Ok. le dernier avant. Et justement, ils parlent avec ce qui se passe, ils expliquent un peu ce qui est en train de se passer en Chine. Je sais pas si t'as écouté ce Hmm. podcast. Tu l'as écouté, ouais? Ouais, ouais. Ouais, et tu vois, quand il parle de ce qui s'est passé en Chine, et du coup, qui dit, bah, il y a beaucoup de Chinois qui ont. Il dit, après les annonces du gouvernement chinois, il y a certainement beaucoup de milliardaires, millionnaires chinois qui ont essayé de cacher en crypto. Et du fait qu'ils essaient de cacher en crypto, c'est pour ça que le dernier ban chinois sur la crypto est arrivé. Tu vois. Donc ils disent que ça doit certainement être le gouvernement qui avait Ah, prédit qu'il y a des Chinois qui vont cacher en crypto, qu'ils ont mis un ban momentané sur la crypto. Et c'était pour rebondir sur ce que tu disais, en mode si à un moment donné l'État vient de bloquer. Ces genres de personnes n'aiment pas se faire bloquer par l'État. Et donc, on voit exactement un exemple en Chine, où la Chine est en train de nationaliser toutes les boîtes chinoises très fortes, très influentes. Et d'ailleurs, ce podcast est vraiment cool. Donc, si tu l'as écouté, tu as hmm. dû. Je ne connais pas toutes les subtilités du sujet, mais en tout cas, c'est assez intéressant. En tout cas, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Ça, on dit. On sait ce que la Chine essaie de faire depuis très longtemps, mais tiens, là, ça a l'air de s'accélérer et ils essayent et ils ont l'air de vraiment s'y mettre, quoi.
Ouais, Vas-y, dis-moi. ils veulent absolument que le message soit clair, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Et quand on dit ils, c'est le Parti communiste chinois. Euh, c'est hyper intéressant. Cet épisode, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter, tous ceux qui parlent Ouais, anglais, allez l'écouter, parce que en fait, tu vois plusieurs versions de ce que c'est, de ce qu'est plutôt l'esprit américain face à l'étranger. Tu vois Shamat qui dit, OK, on ne voudrait pas faire la même chose ici, mais je pense que d'un point de vue chinois, ça fait sens ouais, et probablement que ça ne va pas empêcher la création de futurs milliardaires et de grands ouais, projets en Chine. Et tu as à l'opposé de la table Jason Calacanis qui dit oh, mais non, mais vous comprenez, si l'État intervient dans l'économie à ce point-là, si en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas sûr qu'après-demain, l'État ne va pas sortir une nouvelle loi qui contredit celle d'avant-hier par rapport à ton business, c'est pas un environnement favorable pour non seulement pour créer des boîtes, mais aussi pour investir de l'argent. ouais, surtout pour Du coup, investir. Ouais, je pense que c'est pas du tout une bonne idée d'aller investir en Chine et je l'avais prévu depuis longtemps, etc. Bref. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est exactement le même débat que nous qui avons l'habitude de vivre entre guillemets en démocratie versus la Chine qui est un pays communiste avec une ouverture relative pour le coup au capital étranger, etc., avec une liberté d'entreprendre, etc. Depuis le début, en fait, on a ce même débat. Oui, mais tu vois, on est dans une république qui en plus est démocratique. Eux, ils sont dans une république qui est non démocratique, avec un contrôle de l'État sur tout un tas de sujets qu'on n'imaginerait même pas ici en France, en Europe, qui n'est pas ça. Et finalement, en fait, tu vois deux modèles qui émergent, enfin deux modèles ont émergé et deux modèles quelque part s'affrontent. Mais je pense que nous, on est dans un troisième modèle qui est encore complètement différent de ces deux-là, qui est qui est qui a pas d'alter ego en fait. Et là-dessus, je rejoins 100% Balaji, crypto capitaliste versus West Coast capitaliste. Aujourd'hui, East Coast capitaliste. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un East Coast capitalisme versus le PCC chinois que nous, en fait, on est encore un autre sous-groupe là-dedans, vous mais voyez en qui va quoi être François veut veut s'affranchir et s'émanciper de tout type de parti enfin de parti pas politique, mais de parti de courant de pensée. Mais c'est Euh, compliqué, hein, parce que tu vois, j'ai toujours ce réflexe de dire, OK, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et finalement, l'État-nation qui est protecteur et qui donne les grandes directions, qui est censé donner les grandes directions de développement pour les citoyens qui vivent dans ces frontières, c'est un modèle qui est là depuis plusieurs centaines d'années, mais qui est quand même relativement neuf. Et nous, on a toujours baigné là-dedans. Et du coup, le mauvais réflexe, je pense, c'est de croire que ce sera là, que c'est la forme ultime d'organisation de citoyens. Ça, j'en suis vraiment de moins en moins sûr et mm, ça me fait du mal parce qu'il y a plein de choses qui sont bonnes et aussi plein de choses qui ne fonctionnent plus mm. malheureusement et qu'il faut Et, réinventer. et toujours dans ce podcast, du coup, j'avais écouté donc vers la fin du podcast, c'est assez intéressant parce que t'as Chamat et il y a une vision du monde qui est vraiment ultra progressiste. Enfin, ils ont vraiment une vision du monde très particulière. Et à un moment donné, ils disent, euh, c'est drôle parce qu'elle est ultra progressiste, mais elle est anti-woke à la fois. Mm. Donc et c'est une vision que j'aime plutôt bien, pour le coup. Et, euh, et du coup, à un moment donné, ils disent, ouais, toutes ces personnes là qui me font chier, très souvent de gauche, faut arrêter de faire des enfants, faut arrêter de faire des enfants parce que le monde va mal, la surpopulation, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Et à un moment donné, je crois que c'est Chamat qui dit, non, non, mais au contraire, il faut accélérer la production d'enfants parce que c'est que en accélérant le volume de nouveaux êtres humains sur Terre qu'on va accélérer qu'on va augmenter les probabilités d'avoir un Elon Musk et du coup d'avoir des personnes qui vont trouver des solutions à ces problèmes-là. Tu vois et je trouvais ça bizarre comme façon de voir parce que je n'entends jamais ça, de dire non, 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 mais en fait, arrête de faire. Et en fait, c'est simplement, tu as une partie de la population qui a une course vers l'avant et tu as une autre partie de la population qui essaie de freiner le cheval et tu as l'autre partie de la population qui veut mettre de l'adrénaline au cheval pour aller encore plus vite. Et moi, je me retrouve toujours, putain, il est bizarre ce monde, tu as vraiment ces deux types de personnes qui gèrent le cheval de façon totalement différente. Et donc là, il dit non, non, en fait, ces gens-là sont fous. Il faut faire beaucoup plus de gosses pour avoir encore plus d'Elon Musk, pour avoir encore plus d'innovation.
parce qu'il part d'un postulat, c'est que l'innovation, elle est pas prévisible. Et donc, en fait, tu ne peux pas, et là, c'est un postulat pour lequel moi, j'adhère à 100% pour le coup, de ce côté-là, en mode mettre de l'adrénaline dans le cheval, c'est que tu ne peux pas prévoir l'innovation. Donc, quand par exemple tu vas dire à un mec qui veut freiner les rênes et dire non, on fait moins de gosses, quand tu vas lui dire non, il faut mettre plus de gosses parce qu'on va faire plus Elon Musk, il va te dire ah, mais oui, mais Elon Musk, il veut aller sur l'espace, donc en fait, il fuit le problème, machin truc, machin truc. Et en fait, là, Shamat part du postulat qu'en fait, le prochain Elon Musk, tu ne sais pas ça va être quoi sa vision du monde et tu ne sais pas quelle va être son innovation à lui. Et en fait, vu que c'est une inconnue, bah, tu ne peux pas cracher sur l'inconnu. Ce que tu peux faire, c'est juste essayer d'accélérer l'avènement de cet inconnu. Tout à fait. Et en fait, c'est simplement quand tu dis qu'en fait, le monde, il est infini. C'est-à-dire les possibilités sont infinies. Et au lieu de freiner le cheval, c'est court vers l'infini et découvre toutes les innovations possibles et inimaginables. Et parmi toutes ces innovations, vu que l'esprit humain est magnifique, elles seront dans tous les cas beaucoup plus positives et ce serait une somme positive pour le monde, quoi. Et, Mais euh, c'est et du extraordinaire. coup, il dit il faut faire des gosses, quoi. Il faut faire un max de gosses. C'est extraordinaire parce qu'en fait, si tu réfléchis en termes de probabilité, euh, il y a eu probablement des dizaines de milliers d'Elon Musk qui ont franchi les mêmes étapes que lui, un peu différemment, et puis qui, au fur et à mesure du parcours, en fait, sont tombés, tu vois. Genre, Mhm. il y en a un, peut-être qu'il a été satisfait avec 10 millions, il y en a un autre qui a été satisfait avec ses 5 gosses, il y en a un autre qui a jamais réussi à surmonter les problèmes qu'il avait eu avec son père, parce qu'Elon Musk, son père est un gars apparemment ultra violent, qui a fait pas mal de trucs bien dégueulasses en Afrique du Sud. Il y en a un autre qui est devenu dealer de diamants, comme Elon Musk a aussi dealé des diamants quand il était jeune. Tu vois, il y en a un autre, il a juste vendu 3 jeux vidéo, il a arrêté de travailler. Tu vois, mais tous ces petits Elon Musk, finalement, à la fin, il n'y en a plus qu'un qu'on voit en tout cas en ce moment. Il y en a sans doute plein d'autres qui sont encore pas, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont pas sont dans les médias, etc. Et je trouve ça super intéressant. Euh, et en effet, moi j'ai du mal aussi à me positionner là-dessus. Mais l'innovation est complètement imprévisible et je me réjouis de voir en fait ce que ça va donner. Mm, On mm, verra. mm. Mais du coup, ouais, penser que vu qu'elle est imprévisible, tu ne peux que lui espérer lui vouloir du bien et du coup, en fait, accélérer le fait de faire des gosses, quoi. N'arrêtez pas de faire des gosses, les gars. Ça va pas résoudre les problèmes. Au contraire, il faut en faire plus parce que vous augmentez les chances d'avoir des Elon Musk. Mais Euh, tu penses que les gens vraiment autour de nous, enfin non, attends, on va pas réfléchir autour de nous. Dans les gens qu'on admire, la plupart ont plusieurs enfants. Il y en a très peu qui ont fait le choix ou qui n'ont pas eu le choix de ne pas avoir d'enfants. moi, il y a une chose, c'est que déjà, c'est très souvent des questions personnelles et je ne connais pas la vie personnelle des gens. Même les gens que Je ne sais j'admire. pas les raisons pour lesquelles ils les ont fait, tu vois, ou pour lesquelles ils les ont Ouais, pas fait, mais il y a mille et une raisons, ça factuellement, peut être. tout le monde a des enfants autour de moi. Tous les gens Euh, stylés tous les gens que je trouve stylés, ils ont quasiment tous tous les, des. ouais, tous les gens que tu trouves stylés ont des enfants. Après, pourquoi ils ont des enfants, ça, c'est ça la question. Hmm. Ouais, ouais. Euh, Comme ça, je sais mais, pas. euh, mais oui, c'est clair que dans les gens que j'admire, j'ai pas des gens qui se sont dit je vais me faire stériliser parce que je veux pas d'enfant. Non, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça exactement ça ouais. que je voulais dire. Parfait. Mais peut-être que dans le public, on a des gens, qu'on a des gens Ouais. qui ont des gens qui sont comme ça, ou alors qui ont des personnes autour d'elles qui sont comme ça. Et bon, bah, c'est des questions à se poser. C'est dans quel Ah camp non, je mais me non, mets. il y a pas de jugement. Tu fais bien de me reprendre. Soyons politiquement corrects. Ok, gros, t'enchaînes? T'as un truc à me raconter? Ouais, bah alors je voulais. Je vais te parler d'une boîte. Alors, ça, c'est privé pour le coup. C'est-à-dire, le nom de la boîte est privé, pas le concept, tout ça, on s'en Ok. fout. Mais le nom des fondateurs et le nom de la boîte est privé, donc je te l'envoie. Alors, pourquoi c'est privé? C'est parce que c'est en cours de création c'est en cours de création et c'est juste parce que je suis tenu par privacy, etc., etc. En gros, que fait cette boîte? Fais attention à ce que Euh, tu dis. C'est-à-dire, Mais non, mais fais attention dans le sens. oui, En oui, oui. parlant, tu vas peut-être dire le nom. Au pire, je mute, c'est pas bien Ouais. grave. En gros, cette boîte, elle fait quoi? C'est une boîte US qui se caractérise comme de la aide de fintech. Donc, c'est de l'éducation autour de la finance. Et elle permet à des jeunes, alors pour le coup, leur target, c'est Génération Z, des jeunes américains
d'apprendre les concepts financiers et les concepts du business à travers à travers leur superstar. Donc en fait, c'est quoi? C'est des mini-clips. Ça va être une application qui va être remplie de mini-clips vidéo avec des mecs très connus. Alors moi, je ne les connais pas du tout parce que je ne m'intéresse pas à ça, mais c'est principalement des sportifs parce que du coup, ils vont focus les campus américains. Et un truc très implémenté aux États-Unis sur les campus, c'est les sportifs. Et chez les jeunes, bah, tout le monde est fan soit de Chris Paul dans la NBA, soit des mecs dans le football américain ou autre. Et du coup, ils vont prendre toutes ces superstars euh, dans le sport principalement, quelques stars de la télé, des jeunes personnes de séries télé Gen Z, mais très peu, principalement le sport. Et en fait, ça va être des mini-capsules, pas très longues, quelques minutes, 5 minutes maximum, où ce sportif va dire comment moi j'ai géré mon argent dans ma vie, comment j'ai géré mon business dans ma vie, et comment je pense que tout jeune, sain financièrement, devrait faire. Et du coup, ils vont faire ce levier de force d'autorité pour faire une application d'éducation. Sur le site que je t'ai envoyé, il y a un petit teaser. Après, tu pourras regarder. Il est très court. Tu peux même le mute si tu veux, juste pour avoir une idée un peu du truc. Et je trouvais ça juste extrêmement, extrêmement smart. Il y a pas que des sportifs, c'est pas vrai. Il y a aussi des fondateurs de jeunes boîtes, pas de jeunes boîtes, de grosses boîtes aux US qui sont très appréciés par les jeunes, type Mm. des applications, une application qui te permet de gérer, de faire de l'achat-revente de sneakers, qui est une boîte qui cartonne aux US, qui est StockX. Et donc, ils vont prendre un peu toutes ces personnes qui sont influentes chez les jeunes et vont leur faire donner des conseils business et d'investissement. Ils vont monétiser ça comment? Derrière, en proposant d'actionner les conseils qu'ils ont eus à travers c'est-à-dire rediriger soit vers des produits financiers directement, donc de prendre des commissions en fonction de ce, qui va, de ce que l'utilisateur va faire par la suite, et puis potentiellement développer leurs propres produits financiers. Ça, c'est à voir. Ils sont encore en mode d'exploration. Mais juste, je trouvais l'angle d'aller trouver des superstars pour la génération Z, de leur faire des mini-capsules vidéo de très haute qualité et de commencer comme ça, très, très smart. Et ils ont réussi à signer des très bons noms que moi, je ne connais pas spécialement parce que je ne connais pas très bien l'écosystème sportif américain, mais que je me suis un peu renseigné. Et apparemment, les mecs qu'ils ont eus, ils sont très, très, très balèzes, quoi. Euh, donc voilà, je voulais juste faire découvrir ce concept. Pour le coup, on ne peut pas communiquer la boîte, mais je communiquerai quand je pourrai. Et, euh, et voilà. Et je voulais parler d'une autre boîte, pour le coup, qui n'a rien à voir avec ça. Je peux juste faire un com Vas-y, sur ce vas-y, que tu viens de me vas-y. dire. Ouais, Ça me fait penser à un truc. Je sais pas si tu vois qui c'est, Kevin Hart, le comédien ouais, black aux ouais, États-Unis. ouais, Il passe ouais, souvent dans le Joe Rogan podcast. Enfin, il est déjà passé ouais. plusieurs fois, etc. Eh bien, lui a lancé un truc qui ressemble exactement à ça, qui s'appelle artofitall.chase.com, Attends, c'est qui en Art, comment fait, t'écris ça? ben, tu vois Kevin Hart, H-A-R-T, Ouais, ouais. et tu mets Art of It All sur Google, of It, Euh, ouais, Art of It All. ouais, ouais. Of it all. Et en fait, Euh, c'est exactement la même chose que ce que tu es en train de me... Je pense que c'est plus en mode sans but lucratif, pour le coup. ok, Même pas sûr. Mais en gros, il veut devenir... Enfin, il a fait des vidéos où il coach la population afro-américaine ok. aux finances. Parce que en fait, si on regarde les statistiques, etc., apparemment, c'est ceux qui ont le plus de mal déjà à être... enfin, à profiter en fait de ce système financier qui est en place. Ils n'y ont Mhm, pas accès, ou bien alors je ne sais pas exactement les raisons pour lesquelles ils ont du mal quelque part à leverage les mhm. finances pour eux. Euh, et lui, il prend le pari que c'est une question d'éducation et probablement aussi une question de, OK, est-ce que je relate à mon banquier enfin, qui me ressemble pas du tout, qui n'a pas eu la même vie que moi? Probablement Ouais, pas. Et lui, en fait, il fait l'espèce de courroie de transmission entre les deux. ok, Et c'est pas mal. Je pense il a eu des résultats pas mal avec ça. ok. Mais je pense pas que c'est payant. Du coup, j'imagine que c'est. Ouais, Et, ok. Voilà, c'est juste ça. Et donc, il y a cette boîte, mais que j'aimais plutôt bien ce qu'ils étaient en train de faire. Et tout en parlant, et donc en fait, c'est une boîte qui m'a contacté. J'ai discuté avec le founder. Le founder a l'air assez déter.
pour être honnête. Et la même journée, j'ai une autre boîte qui m'a contacté. Pour le coup, là, c'est dans la crypto. Rien à voir. C'est une startup dans la crypto. Le fondateur a, si je ne me trompe pas, 24 ans. Et ils ont attiré l'œil de tout le monde, Balaji et tous les autres déjà. Ils sont en train de lever de l'argent. Euh, je, 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 je picherai pas ce qu'ils font. Enfin, en fait, ils font un outil de gestion administrative dans la crypto, en gros, Mhm. pour les fondateurs crypto. Et, et en fait, j'ai eu un call avec ces types. Et j'ai juste parce que en rebondissant, parce que du coup, en fait, d'où vient la connexion? C'est parce que tu m'as parlé de Kevin Hart. J'ai imaginé show américain. J'ai imaginé américain, très bon parleur, très bonne personne qui sait convaincre. Et puis j'ai imaginé mon call que j'ai eu hier, parce que c'est littéralement hier que je l'ai eu, hier soir à 20h, avec le gars. Et il m'a bluffé. Et j'ai jamais eu quelqu'un de si jeune que 24 ans. Pourtant, j'ai déjà parlé avec des fondeurs plus jeunes que ça, même à moins de 20 ans. Mais j'ai jamais eu un mec aussi jeune qui m'a bluffé dans sa façon de me pitcher son truc, quoi. Le call a duré 20 minutes, tout était limpide, mais du début jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le call, son introduction était très polie, très limpide, euh, tout était clair, il m'a mis en confiance. Euh, il m'a pitché, il m'a expliqué pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Storytelling à l'américaine x 10 000. Ça a duré 3 minutes son storytell, mais son storytell, j'étais bouche bée, tu vois. Captivé. Le mec est japonais. Et en fait, sa mère, mais il vit à San Francisco, et en fait, sa mère avait des problèmes avec les banques, je sais pas quoi. Et du coup, lui, il veut révolutionner. C'est pour ça qu'il a dit que la DeFi il y a 1 an. Et en fait, il est tombé amoureux, machin truc. Mais genre, il m'a raconté, mais presque les larmes aux yeux, tu vois. Et j'étais là, ah, trop beau, storytelling, trop bien. Puis il m'explique, ben, voici la version 0 de comment j'ai mis mes co-founders. Version 0, ce qu'on a fait, traction qu'on a eue, version 1 qu'on est en train de développer. On a besoin de capital, on lève avec ces personnes, ces personnes, ces personnes. Je ne veux pas lever tout de suite avec du VC parce que d'abord, je veux prouver, je ne veux pas faire perdre du temps aux gens. Machin, tu vois, le pitch, discussion. J'ai posé des questions très techniques. En quelques secondes, il a répondu, il a tout très bien fait. Et j'ai terminé le call, super bon call. Et c'était peut-être, honnêtement, dans mon top 3 des meilleurs pitchs de founder. Et pas, c'était pas qu'un pitch, c'est-à-dire qu'après, je lui posais des questions, il a rétorqué sur les questions, etc. Donc, c'est la top 3 des meilleures discussions avec un founder. Et, et top 1 au niveau de l'âge, quoi. Le mec qui a pas plus de Mm. 24 ans, tu vois. Et il m'a bluffé, je me suis dit, putain, c'est encore des Américains, ça. Faut que je fais chier, tu vois. Il n'y a que avec des Américains que ce genre de truc, ça t'arrive, quoi. Je sais pas si c'est vrai, T'as mais peut-être ça fait chier, t'as quoi. peut-être un billet aussi, J'ai certainement un biais, mais alors si je comme moi. Genre, Oui, imagine un bah, Américain qui parle relativement bien le français, qui se fait pitcher par un fondateur brillant francophone. Il se dit, mais putain, le gars, il a tout compris. Tu vois, peut-être plus rapidement que si c'était un Américain qui pitchait à un autre Américain ou un Français qui mais pitchait à un autre je pense que Français. quand même pour son âge, il avait tout, Oui, 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 tout était ça a l'air d'être clair. Et j'étais là en ça a l'air mode, clair. putain, mec, balèze, quoi. Et très stratégique, tu vois, c'est-à-dire que il veut un investisseur clé, mais il a dit pour l'avoir, je vais passer par un autre chemin. Et donc, il me décrit le chemin, tu vois, et j'étais là en mode, putain, c'est brillant, Parfait. t'as tout compris, c'est magnifique. Donc, voilà, juste cette connexion, Et c'est une boîte crypto alors? C'est une boîte crypto, c'est une boîte en fait qui aide des boîtes crypto. C'est un tool qui va aider des boîtes crypto à faciliter une J'en ai vu certaine plein des chose. tools pour le moment. Sur tous les Discords sur lesquels je suis, dans les DAO dans lesquels je suis, il y a vraiment des problématiques qui sont récurrentes. C'est comment tu fais pour payer les contributeurs de la DAO. Ah, ça, ouais. Comment tu fais pour que, vu que tu les payes la plupart du temps en token et pas en stable, comment tu fais pour que ça évolue en fonction du cours et que ce soit juste par rapport au cours d'il y a 2 mois, mais aussi juste par rapport au cours d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Il y a toute une série de réflexions hyper intéressantes à avoir. Et Mm. oui. Et donc Voilà. des DAO, j'ai eu un chiffre, du coup, je sais pas je l'ai pas vérifié, mais pour le moment, au niveau de la trésorerie dans les DAO, c'est 5 milliards seulement.
La majorité est détenue par Uniswap. Et apparemment, la prévision, mais alors, c'est toujours des prévisions, c'est qu'en 2022, ça peut x4, mais c'est ne que 5 millions de Milliard. gestion de trésorerie. Milliard, pardon. Ouais. Mais bon, marché hyper croissant, donc ça a tout intérêt de faire des tools là-dedans parce que le truc, le marché est évident, quoi. Vas-y, tu as un petit truc que tu voulais me partager, toi? Ouais, alors c'est un truc que tu m'avais envoyé, on avait tous les deux kiffé l'idée à l'époque, on en avait parlé brièvement, mais ça fait partie des idées, tu vois, où on fait du ping-pong très rapidement et qu'on se dit ouais, c'est trop bien, puis ça Ça fane, s'enfuit, quoi. quoi. Euh, et du coup, ça s'appelle Vori, Vori.com, tu vas te rappeler rapidement. Enfin, c'est comme Choco. Choco, c'est Ouais. un tool de réapprovisionnement pour les restaurants qui permet en fait aux restaurateurs sur Si, sa je me souviens tablette, de Vori. Ouais, je me souviens de sur sa Vori. tablette de commander du chocolat, de la viande, etc. avec ses Qui viennent distributeurs lever avec beaucoup lesquels... d'argent, d'ailleurs. Ils Ouais, viennent c'est ça, lever ils viennent de beaucoup, beaucoup refaire une levée d'argent. de fonds. Et c'est axé, eux, plus en mode, je pense, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était axé un peu en mode Messenger, tu vois, genre, tu fais ta commande sur Messenger, sur un équivalent Messenger, etc. C'était pas un vrai shop. Et ben, Mhm. Vori, en fait, ils font la même chose, mais pour les magasins, et particulièrement pour les magasins indépendants. Donc, en fait, aux États-Unis, il y a énormément de chaînes de magasins qui sont indépendantes. C'est pas comme nous, Mais c'est en justement, ouais, France. parce qu'on avait un peu creusé le sujet et Ouais, en fait, on avait découvert qu'il n'y a pas autant de magasins indépendants, quoi. Alors en qu'aux Europe, ouais. États-Unis, tu as Ouais, plein de boutiques familiales. Ça fait 2 générations qu'ils ont une boutique. Ils ont ouvert 6 boutiques autour de ouais, c'est ça. Boston et en fait, il y en a plein, quoi. Et ils font plein de cash, etc. Donc, en fait, le marché aux États-Unis est beaucoup plus fragmenté que le marché en Europe, qui est vachement intégré, avec Mhm. des centrales d'achat très, 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 très regardantes sur les prix, sur la qualité de distribution, sur la qualité d'approvisionnement, etc. Je ne suis pas du tout un expert, mais d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, par exemple, tu es propriétaire d'une licence pour un magasin Carrefour, tu as le droit d'exercer et tu es propriétaire probablement aussi des meubles et de l'immeuble. Mais par contre, tu es un affilié hein, ou un franchisé et du coup, tu dois commander la plupart de tes produits, tu dois les commander à la centrale d'achat. Et en fait, la centrale d'achat ne te propose que les produits qui ont été validés. Donc, le catalogue est très petit, finalement, à l'échelle des produits disponibles sur le marché Mhm. européen ou français. Et en plus, c'est très difficile d'être listé sur ces catalogues. Mhm. Donc, en fait, le système est très, très, très lent par définition. Euh, et tu as toute une série de problèmes logistiques à prendre en compte, etc. Et ben en fait, Vori, vu que c'est aux États-Unis, qu'il y a énormément finalement de petits business, quand on dit petits, c'était des business qui font plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions d'euros, de dollars de chiffre d'affaires par an, hein, c'est pas la question. C'est juste qu'à côté de nos monolithes qui sont distribués partout en France et en Europe, c'est pas grand-chose, quoi. C'est la version en dessous de ça. En bref, ces gens-là, en gros, ils ont des étagères, ils ont des rayons et ils doivent les approvisionner. Et aujourd'hui, la plupart du temps, comment ça se passe pour approvisionner un rayon? Bah, tu as tes catalogues que tu as reçus de tous tes fournisseurs, de tous tes distributeurs. Tu as des Excel à rallonge dans lesquels tu commandes, dans lesquels tu fais ta comptabilité, dans lesquels tu fais tout en fait. Et puis tous les jours, tu demandes à tes chefs de rayon d'aller faire le tour des rayons et de revenir dire voilà, il manque ça, il manque ça, il manque ça. En stock, on n'a plus que ça, il faut recommander ça. Et en fait, tous les jours, tu passes des commandes au téléphone, etc. C'est relativement opérationnel comme métier. Enfin, c'est très, très opérationnel. Et ben, Vori, ils viennent s'installer vraiment, ils vont créer l'espèce d'interface digitale qu'il y a entre le magasin local et le fournisseur, le producteur, le distributeur. Et quel est l'intérêt en fait? C'est que pour les fournisseurs, les distributeurs, etc., ben, c'est qu'ils ont accès à énormément de magasins qui ont installé Vori. Euh, et donc, ils ont ce qu'on appelle un MOQ, donc Minimum Order Quantity. Donc, quand un magasin veut commander via Vori, il faut commander pour autant minimum. Et du coup, les distributeurs, les producteurs, etc., qui sont sur cette plateforme-là, se disent, ben, par définition, en fait, leur panier moyen d'achat est plus haut ou en tout cas, il est garanti à un minima, tu vois. Donc ça, c'est les intéresse. Ils ne sont pas obligés de se déplacer pour livrer 3 morceaux de pain. Ils se déplacent pour livrer au moins 3, 4, 5, 6 palettes, j'en sais rien, tu vois. Donc, il y a un minimum order quantity qui est de base comme feature sur la plateforme. Et ensuite, en fait,
Vori fait des recommandations de produits. Donc en fait, toi, tu es dans ton magasin, tu veux commander, je sais pas moi, de l'eau de spa et de la Clairefontaine, enfin je sais pas comment on appelle ça, toutes les autres marques Ouais, ouais. de boissons. Fuji. Tu ne sais pas que la San Pellegrino existe, ou tu ne sais pas que ton producteur, ton distributeur en vend, et ben en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un commercial qui doit y penser. Enfin, le commercial, s'il a bien fait son travail, il a déjà commencé le terrain, etc. Mais là, À sur la scouter un peu, plateforme ouais. elle-même, ça fait de Oui, l'upsell. et surtout que la plateforme, si moi j'ai bien compris ce qu'ils faisaient à l'époque, je ne sais plus maintenant, enfin tu valideras, mais ils sont quand même très tournés local et Ouais, producteurs et producteurs indépendants. direct, Euh, ouais. c'est ça. Et donc, si toi, par exemple, tu as un mini-market qui vend que de la bouffe orientale, Mhm. il y a les fortes chances que Vori te propose un mec, un petit producteur qui fait son petit truc d'origine orientale dans le coin, quoi. C'est ça, exactement. Ils essayent de favoriser, en tout cas, pas forcément les grands distributeurs qui achètent des marques et qui revendent. Ils essayent de favoriser les producteurs locaux qui sont à la recherche de débouchés, qui, parce qu'ils sont petits et parce qu'ils n'ont pas une force de frappe commerciale énorme, n'ont pas réussi à démarcher Mhm. les grandes distributions. Et du coup, c'est super intéressant. Et ce que Vori propose aussi pour les, pour les, euh, pour les mecs qui installent Vori et qui ont des magasins, ben c'est plein de trucs hyper intéressants. C'est gestion de stock. Tu peux gagner du temps en fait en étant plus malin dans ton ordering. Donc en gros, si tu as une gestion de stock qui est à jour et qui est sur la plateforme, tu sais exactement ce qui te reste dans ton stock. Tu n'as pas besoin d'envoyer un type qui va faire des erreurs peut-être humaines pour le relever. Et ensuite, tu ne dois pas attendre que la secrétaire accepte ton coup de téléphone, qu'elle te mette avec le bon commercial. Mais non, c'est le département fromage. Ah bah, en fait, c'est le département lait, c'est pas la même chose, monsieur, retéléphonez là-bas, etc. Donc là, tu vois, toute l'expérience est streamlinée et relativement bien pensée à ce niveau-là. Et en plus, un truc qui est super intéressant quand tu as un supermarché, c'est que tu as un dashboard de coûts. Donc en gros, tu sais exactement ce que tu dépenses, dans quel département, dans quel type de produit, etc. Et en fait, ça te permet de devenir beaucoup plus data-driven, si on peut dire Mhm. ce gros mot encore Mais aujourd'hui. entendons-nous bien, je pense que tu vois, ce genre d'outil, ça existe dans les Carrefour, dans les Monoprix, etc. Parce que justement, en fait, je pense qu'il y a un tool que eux développent et qui donnent à tous leurs Interne. franchisés. C'est ça. Mais je suis Et pas là, sûr de c'est ça. justement. Alors, moi, je pense, je connais quelqu'un qui tient plusieurs Monoprix, je pourrais lui demander. Et je pense, et ça me paraît très logique, et ça m'étonnerait qu'ils ne le fassent pas, parce qu'ils ont tout intérêt à que leurs franchisés fassent bien leur taf. Donc, ça me paraît très normal. Mais surtout, euh, si c'est le cas, euh, pour les géants américains, Walmart et autres, euh, on peut aussi comprendre de pourquoi les petits ont eux-mêmes envie d'avoir leur stack de tools qui leur permettent de gagner du temps et travailler plus efficacement. C'est sûr. Et ils n'ont pas les possibilités de se payer un développeur et donc ils vont prendre un SaaS qui leur permet de faire tout ça, quoi. Donc en fait, il y a un double tool. Il y a un tool interne de gestion et de management et du business et il y a un tool de sourcing de produits et de commande de produits et de relations avec le fournisseur. Exact. Tu as très bien résumé le truc. Ok. Ils sont Et ouais, je me 19, souviens, ils ouais. ont levé un tout petit peu de capital. Je pense qu'ils sont chez Wild Combinator, mais je suis pas sûr. Tu valideras. Donc, en fait, ils sont au tout début. Et je sais pas si le business model est prouvé, mais en tout cas, ils revendiquent avoir déjà plus de 1000 magasins partenaires. Quand Donc, même. Quand même. Mais apparemment, make sense. justement, c'est ça la petite nuance, c'est que c'est très facile pour eux d'avoir 1000 magasins parce qu'en fait, il y en a plein. Et ça, Mhm. c'était, je me souviens qu'on avait fait la recherche à l'époque, parce que je pense qu'ils sont uniquement basés à. Ils sont genre localisés dans une San petite Francisco, région, hein. près de San Francisco, je pense. Ouais. Et ils ont déjà 1000 magasins. Et donc, nous, ce qu'on creusait la fois passée, on s'était dit, mais est-ce que sur une si petite région, tu as X milliers de magasins différents qui font de la bouffe, enfin, des groceries? Et en fait, non, pas du tout, parce que justement, le marché n'est pas du tout structuré de la même façon en France, quoi. Et Mhm. ça, c'était un apprentissage que j'avais eu. Et d'où tout cet intérêt de creuser des boîtes américaines et d'essayer d'avoir des comparatifs français ou européens. Et après, tu te rends compte qu'en fait, le marché n'est pas du tout fait de la même façon, quoi. C'est juste pas le même, quoi.
Et le marché américain sur ce sujet-là est beaucoup plus concurrentiel, j'ai l'impression. Mais si tu penses à Choco, tu peux te dire, OK, il y a peut-être moyen de faire un Choco, la même chose. En fait, là, je pense, hein, mais je ne suis pas sûr. Donc, s'il y a des mecs de Choco qui écoutent ça, ne le prenez pas mal. Mais je pense que la stack technique de Choco n'est pas extraordinaire. Le vrai taf qui est difficile, en tout cas dans l'étape dans laquelle ils sont, c'est d'être distribué chez tous les restaurateurs et d'avoir le plus grand nombre de distributeurs qui sont prêts à jouer le jeu, de passer par leur plateforme et de payer un fee. Ce que j'ai oublié de dire, mais Vori, c'est un pay as you win. C'est comme ça qu'ils se définissent. Donc en gros, à chaque fois que tu commandes par Vori, à chaque commande passée par Vori, tu payes un fee en moyenne de 5 dollars. S'ils ont 1000 magasins, et si je pense, comme c'est le cas, que les magasins commandent tous les jours par Vori, tu dois compter un revenu d'au moins 5000 dollars par jour, fois le nombre de jours ouverts sur le mois, etc. Donc, le business model est relativement sain. Je ne sais pas comment Choco se paye. Je pense qu'à un moment, c'était gratuit. C'est pour ça qu'ils ont levé énormément de fonds aussi. C'est pour être distribué le plus vite possible, au plus d'endroits possible. Mais du coup, je ne sais pas si, comme je le pense, la stack de Choco est pas si difficile que ça à répliquer et que c'est une question de distribution qu'il faut craquer. Eux, ils ont choisi les restaurateurs, mais peut-être que vous pourriez faire demain, vous ou nous ou quelqu'un, peu importe, un Choco euh, pour les magasins de peinture. Un Choco en fait, un truc où il y a énormément quelque part de turnover, tu vois. Un truc où il y a énormément d'entrée et de sortie de produits en stock. Les trucs où il y a un stock qui reste pendant 3 à 6 mois, ça sert à rien. Parce que les gars, ils sont toujours sur leur feuille Excel, voire même sur papier, ils n'en ont rien à foutre de votre tool, qui en fait permet de gérer l'opérationnel beaucoup mieux. Il faut trouver une industrie ou une catégorie d'industrie dans lesquelles, en fait, il y a énormément d'opérationnel day-to-day, et après, essayer de se faire son nid là-dedans. Par exemple, moi, je pense, pour le connaître un peu, à l'industrie de la distribution en matières premières alimentaires, non pas pour les restaurants, mais pour les boulangeries. Ou bien alors, je sais bien que si on va vraiment dans la super niche, les pizzaiolos et les pizzerias, en fait, elles commandent chez des grossistes italiens. Même peu importe où ils sont d'ailleurs, hein, mais la plupart du temps, leurs grossistes sont italiens. Et donc, peut-être qu'il y a moyen de faire un Choco ou un Vori pour pour la pizzeria qui commande que chez les 3, 4, 5, 6 grossistes italiens de leur région et qui peut-être d'ailleurs est obligé parfois de commander en Italie pour certains éléments qu'ils ne retrouvent pas tels qu'ils le souhaitent en Belgique, tu vois, ou en France. Donc, tu vois, il y a moyen d'imaginer plein de catégories, de sous-catégories. Et alors, en fait, à la fin, si tu deviens le maître de ta niche, bah, tu te fais racheter par un Choco ou par un Vori un jour, ou bien alors tu grandis de niche en niche. Mais je trouve ça malin. Je sais pas ce que tu en penses. Tu penses que j'ai jamais vu le produit Choco dans le détail, mais j'ai l'intuition que Alors, je sais c'est que pas leur force de frappe. dans nos auditeurs, on a quelqu'un qui bosse dans un fonds qui investit chez Choco. Donc, il écoutera certainement ce podcast et il m'enverra un petit message privé pour me dire ce qu'il en pense. Mais oui, c'est clair. Après, ils ont pris les restaurateurs et les restaurateurs, je pense, c'est là où tu as le plus de volume et c'est très malin. Tu vois, Et c'est non seulement là où tu as le plus de volume, mais c'est là où tu as le plus d'amateurisme dans la gestion de stock, à mon oui, avis. oui, oui. Genre, Et, putain, merde, on a 10 personnes ce soir et on n'a plus de pâte à pizza. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, genre, je pense que c'est de ce niveau-là la plupart du temps. ouais, ouais. Et ça se voit des fois. Hein. Hmm. Des fois, tu les vois, il est 20h, ils ont plus de pain, fuck. Et tu vois tu les vois courir chez le mec chez le restaurant d'en face à 300 Hmm. mètres, qui est son pote, et peut-être que lui, il a du pain en stock. Quoi. Des fois, ça arrive, Hmm. ce genre de choses. Ouais, ouais. Ou du basilic, ou du truc, ça arrive. Quoi. Et ça arrive très souvent. Euh, non, mais j'ai pas de. Oui, je pense que la question que je me poserai à chaque fois, c'est est-ce que la télémarché toujours est assez grosse? Sachant que je pense il y a quelques mois, mais même, je crois que c'est début de l'année passée, j'avais rencontré un mec qui faisait l'équivalent de Fretlink. Je sais pas si tu vois c'est quoi cette boîte, Fretlink, Ouais, qui je vois fait très le bien. Fretlink euh, comment on appelle ça, fuck, bootstrap de Novisimoni, anti-Visimoni. Donc c'est un mec sur Twitter, je te l'enverrai si tu veux, peut-être que Ah, tu mais l'as oui, mais déjà vu, t'en je as sais pas. parlé. Ah non, non, pardon, Non, c'était pas non, ça. non, C'était pas non, non, Fredlink, c'était un autre truc. Ouais, non, en Ah, gros, c'était un mec, c'est un mec à Londres
qui fait une boîte qui est un copier-coller de Fretlink, mais il est anti-VC money, il est 100% bootstrapped et dette bancaire, et il crée sa personal brand sur Twitter. Même si ses clients ne sont pas là, par contre, il hire principalement sur Twitter, il recrute principalement sur Twitter, et vraiment, il se brand en mode no VC money, no VC money, bootstrap, bootstrap. Chaque semaine, il fait des captures d'écran de le Stripe et du volume d'entrée et de sortie d'argent qu'il y a eu, et voilà, tu vois. Et ils survivent, ils sont une toute petite équipe, moins de 10, et ils font apparemment pas mal d'argent. Ils se payent, les 10 se payent plutôt bien. C'est pas le roi du monde, c'est pas les Fretlink qui essaient de devenir les dominants de l'Europe, mais ils sont dominants Fretlink, de. ils n'y arrivent pas surtout. Oui, Maintenant. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ils ont pas cette vocation et Mhm. ils essaient pas d'avoir cette rapidité. Et du coup, je me dis, bah, tu vois, il doit y avoir la même chose pour Choco, quoi. Il doit y avoir un Choco local, ou en tout Ah cas un oui, c'est Choco sûr. d'un mec, de mec qui prend peut-être 3% du marché de Choco, mais en attendant, ces 3% lui ramènent assez de thunes que pour vivre très bien et accélérer très, très, très peu, quoi. Euh, ouais. Et si tu t'attaques à des business qui sont, comme la plupart du temps, certains restaurants, etc., c'est des business familiaux où les gens ont une plus grande fidélité, donc la fidélité client, c'est pas un score que tu peux inscrire dans un Google Sheet, c'est quelque chose que tu ressens, tu vois. Si c'est tel que je le pense, c'est le cas, la probabilité d'être concurrencé très rapidement par un Choco à, à produit tech égal, elle est relativement faible. Ça va être très compliqué de rentrer dans un compte qui est depuis 10 ans chez toi, le jour où Choco décide de se lancer dans la pizzeria, par exemple, j'en sais rien. Mm, mm, Tu vois, si mm. t'es déjà toi le roi de la pizzeria, ça doit être. Je pense que c'est pas aussi simple d'être détrôné que sur un e-commerce qui vend deux produits identiques avec une expérience presque brandless. Tu vois, genre. Mhm. Ouais, Vraiment, ouais. je pense qu'il y a un truc défendable là-dessus, si tu décides de t'attaquer à une petite niche comme ça. Mais donc voilà. Si vous avez des idées de vertical à attaquer avec un gros turnover, enfin, je sais pas si c'est pas turnover, mais de turn machin, turn de stock, enfin, ouais, Enfin, on se comment est-ce qu'on comprend, dit? quoi. Je sais Ouais, pas. stock, Roulement. roulement, voilà, roulement de stock, etc. Bien vu, bravo. Allez, Roulement de stock, etc. Mentionnez-les en commentaire, on sait jamais. On sait jamais. Cool. Moi, j'ai pas d'autres sujets. J'ai pas d'autres sujets. Ça fait 1 heure là qu'on a fait cet épisode. Je sais pas si toi, tu as un sujet ou tu as quelque chose que tu veux dire. Non. Déjà pas Ah, mal. toi, tu vas dire un truc, toi. Ah, mais non. Ah si, tu Ah, dois mais dire non, un truc. Ah oui, oui, non, je Pour peux les pas dire un auditeurs. truc. Eric, tu voulais que je dise un truc. Évidemment, abonnez-vous, lâchez un like sur YouTube, lâchez 5 étoiles sur l'Apple Podcast, mettez un commentaire gentil sur l'Apple Podcast et en dessous de YouTube. Abonnez-vous sur Spotify. Et oui, il faut faire tout ça. Mais une fois que c'est fait et ça nous aide plutôt pas mal. C'est l'épisode 39, je pense, c'est ça? C'est ça, c'est Exact. 39, ouais. On a fait plus d'un tiers du chemin, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour la petite histoire, tu te souviens, on avait mentionné l'idée de faire un petit week-end avec des personnes de FarmPot. Je te propose que pour septembre, on organise ça. Juste, ça peut être en périphérie de Paris ou un peu à la campagne en France, un tout petit week-end. Et on essaie d'organiser ça. J'ai déjà eu quelques messages. J'ai eu quelques Moi messages aussi. privés de gens très chauds. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. Alors, on essaiera de faire un truc propre et de faire une annonce propre. Mais si vous voulez déjà vous faire remarquer en avance, envoyez-nous déjà des messages. Comme ça, on peut déjà commencer les discussions. Ça te va? Ça me va parfaitement. Cool. Je te laisse du coup. Ciao, ciao, See mec. you. Ciao. Ciao.